Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la toute nouvelle sortie des éditions de la Reine Rouge, qui est la maison d'édition que je co-dirige depuis quelque temps. Ce livre qui vient de paraître en cette fin janvier 2026 et dont je vais vous parler, ouvre la maison d'édition à un domaine de savoir qui est à mon sens bien trop négligé à notre époque, qui en a pourtant extrêmement besoin. Ce domaine de savoir, c'est la psychanalyse, qui est un outil plus que jamais indispensable pour comprendre notre époque névrosée, parce qu'on vit dans une époque probablement plus névrosée que jamais. Névrosée, nous le sommes tous à plus ou moins grande échelle, moi en premier, je m'inclus totalement dans le constat général. Simplement, si nous n'étions pas un petit peu névrosés à la marge, nous serions, étant donné le contexte, probablement tous un peu fous. Donc peut-être que ça vaut mieux, mais il s'agit de comprendre dans quoi on s'est embarqué petit à petit, et pour ça la psychanalyse est plus que jamais un outil indispensable. Donc pour ce qui s'agit du livre, c'est un court essai paru pour la première fois en allemand en 1912, qui s'intitule « La destruction comme cause du devenir », dont l'auteur est Sabina Spielrein, née en 1885 dans l'Empire russe et morte assassinée en 1942 sur le territoire de l'ex-URSS par les nazis. La toute première publication de ce texte a eu lieu dans la légendaire revue de psychanalyse et de psychopathologie, le fameux Jahrbuch, qui a été fondé en 1909 et qui était dirigé par Freud et Carl Gustav Jung. Cette revue constituait donc le noyau théorique de la psychanalyse telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc Sabina Spielrein est une psychanalyse de la toute première heure. C'est vraiment une psychanalyse vraiment du cercle viennois d'origine que vous avez à faire, à l'instar d'Otto Rank, de Sándor Ferenczi et d'autres figures moins connues. Donc Sabina Spielrein fait partie des gens, bien qu'elle soit peu connue, qui ont contribué à forger vraiment la discipline, et en faire une discipline qui est étudiée à l'université, Donc je vais pas vous raconter en détail la vie et l'œuvre de Sabina Spielrein, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Enfin, vous pouvez vous renseigner, aller sur internet, surtout si vous voulez en savoir plus sur elle, vous pouvez lire aussi l'excellente préface de Frédérica Abad qui se trouve en préambule de cette édition. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous dire des choses que vous allez trouver nulle part ailleurs que dans cette vidéo, et essayer aussi de vous introduire à cette pensée qu'a priori, à moins que vous soyez extraordinairement cultivé, vous ne connaissez pas, parce qu'encore une fois, elle est très peu connue. Donc Sabina Spielrein part en fait d'un postulat assez simple, banal et quotidien, d'un problème qui concerne à peu près tout le monde et qui s'est d'ailleurs forcément présenté à un moment donné dans le cours normal de votre vie, si tant est que vous avez une vie à peu près normale, ça concerne la sexualité, qu'on aura beau jeu de décrire comme quelque chose d'idyllique, mais qui n'est pas nécessairement une source d'apaisement pour tout le monde. Il existe, comme vous le savez, un certain nombre de gens pour lesquels la sexualité est même un problème, indépendamment bien sûr de la répression sociale et des interdits qui ont pu s'exercer à d'autres époques sur ce domaine de l'existence. Il se trouve que la sexualité peut constituer un problème pour un certain nombre d'entre nous. On a longtemps cru justement qu'à l'instar de Wilhelm Reich, qui a un petit peu popularisé dans les années 70 cette idée, que la répression crée le refoulement. Mais on s'est aperçu plus tard, on se rend compte d'ailleurs aujourd'hui, devant le fait accompli, que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, la répression le refoulement n'a rien à voir avec la répression. En fait, on s'en est aperçu plus tard, mais il en est ainsi. Donc Wilhelm Reich a connu une erreur
anthropologique. Et Sabine Reich-Spielrein, dès le début de son texte, prend donc acte du fait que la sexualité en elle-même produit intrinsèquement de l'angoisse dans la psyché humaine. Elle pose donc l'hypothèse que la sexualité a un caractère intrinsèquement angoissant, et donc de la nécessité de surmonter cette angoisse pour avoir ce qu'elle qualifie d'une activité sexuelle satisfaisante. Pour le moment, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez basique, à la limite du développement personnel, quasiment on est sur un constat assez terre à terre. Mais on va développer, en fait, elle remarque l'attitude négative des névrosés par rapport à la sexualité, attitude négative qui se manifeste souvent par de la répulsion, une répulsion envers toute idée de sexualité. On sait que ça existe. Elle s'interroge sur la persistance dans notre culture moderne d'une symbolique négative attachée à la sexualité, donc l'interdit, le mal, la fréquence des représentations de mort associées à la sexualité, cette d'ailleurs idée que l'orgasme serait une petite mort qui a été popularisée par la littérature depuis assez longtemps. Donc elle en vient à la remarque de Jung, qui postule que la libido a une double fonction. D'un côté, c'est une force qui embellit tout. De l'autre, c'est également une force qui détruit tout sur son passage. C'est très certainement le cas parce que vous savez évidemment qu'il y a une forme d'idéalisation et de transformation dans la mécanique de tout fantasme. Dire les choses sont toujours plus belles telles qu'on les imagine qu'elles ne le sont en réalité, théoriquement. Et il y a une part de violence inhérente dans toute relation sexuelle. Sinon les choses ne se produiraient pas. En fait, forcément une confrontation entre deux êtres. Mais ce que vient ajouter Sabine Spielrein, c'est qu'à peu près tout le monde fait semblant de ne pas comprendre le caractère destructeur qui s'inscrit dans le cœur même de la force créatrice. En premier lieu, dans la procréation. Prenez par exemple une femme, une mère de famille, qui va s'abandonner à la passion amoureuse. Elle va se livrer au pouvoir destructeur de la sexualité. Si elle a une vie de famille, elle va investir ce cadre policé, conventionnel, d'un sentiment d'instabilité, d'insécurité. Son désir et sa passion vont être un facteur de chaos. Autre exemple très parlant, donc il y a l'acte donc de procréation. Procréer, c'est aussi se détruire soi-même pour laisser place à la génération suivante. Sabine Spielrein a d'ailleurs cette phrase un petit peu provocante en substance. Nos descendants deviendront nos ennemis quand ils arracheront le pouvoir de nos mains flageolantes. Voilà. La crainte de l'érotisme est donc quelque chose de tout à fait compréhensible, car il y a au cœur même de la sexualité quelque chose d'imprévisible qui recèle des dangers inconnus et auxquels nous ne sommes pas préparés, nous ne sommes jamais préparés. Il se trouve pourtant que la sexualité est le principe fondamental qui sous-tend toute l'existence et la reprogrammation de l'espèce. Donc nous ne sommes jamais prêts, car notre inconscient, lui, voudrait probablement qu'il ne nous arrive rien. Et donc lorsque nous agissons, justement, nous lui faisons violence, nous faisons violence à notre inconscient.
C'est ce qui va expliquer, à notre époque névrosée, par exemple, l'incapacité de nos dirigeants, comme du commun de nos concitoyens, à prendre une décision, à se couper du spectre des infinies possibilités présentes dans l'univers pour s'engager vers un but défini. Ce qui demande une capacité donc à trancher et à couper en fait dans la constellation des infinis possibles. Le renoncement à vivre que l'on observe chez nombre d'entre nous est un étouffement de l'élan vital. C'est exactement parce que vivre demande en réalité une sorte de renoncement en fait aux possibilités de la non-existence en fait, où tout est possible et vous êtes dans une espèce de grand tout en fait, où en réalité vous êtes dans une attraction pure. C'est exactement la même configuration qui explique l'hésitation perpétuelle du névrosé à s'engager dans ce que Darwin appelle la grande bataille de la vie, et sa préférence à rester à l'écart pour ne pas avoir à se mêler au combat périlleux de l'existence. En réalité, donc, ce renoncement à vivre, c'est quasiment une forme de suicide. On pense, par exemple, à ces jeunes hommes actuels qui préfèrent rester chez eux à manger des pizzas ou à jouer à des jeux vidéo sur Internet plutôt que de sortir pour s'adonner à l'activité la plus pratiquée par l'homme depuis la préhistoire, qui est la chasse. Vous entendez ce que je veux dire. Ceux-là sont donc coupés de toute vitalité, et cette jeunesse est littéralement en train de pourrir sur pied par peur du danger, par peur à la confrontation et par peur de la grande bataille de l'existence. C'est en prolongeant cette analyse empruntée à Carl Gustav Jung que j'extrapole ici un peu pour les besoins de ma démonstration, que Sabina Spielrein attire l'attention sur la part de danger que comporte intrinsèquement toute activité érotique. Cette analogie entre angoisse de sexualité, peur de l'inconnu, peur de la mort et enfin peur du devenir trouve sa confirmation chez Sabina Spielrein dans l'expérience concrète des cas de jeunes filles névrosées qu'elle a pu observer au cours de son parcours de psychiatre. Elle décrit chez ces jeunes patientes le refoulement comme un sentiment diffus qui apparaît au moment où leur désir se réalise. Lorsqu'elles s'abandonnent à la passion, elles sont gagnées en même temps par le sentiment de la présence auprès d'elles d'un ennemi. Cette sensation très imagée fournit Sabina Spielrein va donner en fait de cette image une explication plurielle, c'est-à-dire qu'elle va la livrer sous différents angles de lecture. D'abord, en premier lieu, vous avez les données biologiques. C'était très à la mode à l'époque, avec le positivisme, le scientisme, l'arrivée de la science sur le marché des explications, etc. Et on a l'impression que, d'ailleurs, ça revient à la mode aujourd'hui, notamment avec les courants de la psychologie évolutionniste, comme quoi on vit une sorte de 19e siècle sous bien des aspects à fond renversé. J'ai déjà beaucoup écrit là-dessus, en fait, sur le retour de la pensée du 19e à notre époque, dans mes différents ouvrages, notamment dans le nouveau là, qui va paraître en mars. Voilà, c'était une parenthèse, mais sous cet aspect, lors de la procréation, nous parlons pour le moment de l'activité purement biologique. Donc, lors de la conception, au moment de la conception de l'enfant par le couple, au cours de laquelle s'opère l'union de la cellule mâle et de la cellule femelle, chaque cellule, en tant qu'unité, est détruite. Et c'est de cette destruction créatrice, comme dirait Schumpeter,
que naîtra la nouvelle vie. Lors de l'acte sexuel, enfin, bien que vous ne vous résumiez pas évidemment à un amas de cellules, que vous n'êtes pas inscrit ontologiquement dans votre activité cellulaire, hein, vous ne pouvez pas nier que vous accomplissez au moins partiellement du point de vue de vos sensations à travers l'abandon, la dissolution des limites que vous éprouvez au cours de l'acte, ce procès de destruction et de reconstruction qui atteint tout votre organisme et sans lequel vous ne pourriez pas jouir. Donc, si l'instinct de procréation vous procure un sentiment de bien-être inhérent au devenir, bien-être qui n'est pas étranger au soulagement du poids de l'existant et au fait que vous soyez soustrait pendant un court instant à la marche forcée de la vie, cette plénitude coexiste chez certains d'entre nous, je dirais même chez un nombre grandissant d'entre nous, avec des affects de répulsion, de rejet, comme la peur ou le dégoût, l'impulsion négative de l'être qui recule devant le non-être, devant sa propre finitude. Donc, sorti du domaine biologique, Spielrein fournit aussi des considérations qui ont trait à la psychologie individuelle, comme lorsqu'elle parle, il y a un passage presque sociologique où elle parle du goût des jeunes femmes pour un certain type de littérature, en général gothique, fantastique, on dirait aujourd'hui dark romance, où le champ symbolique de l'inquiétant va se projeter sur des figures familières, c'est-à-dire le fiancé, la belle-mère, la famille, etc., qui vont se charger d'un caractère inquiétant. C'est dans cette configuration que ces formes artistiques populaires vont jouer un rôle de catharsis. Ces jeunes filles vont éprouver du plaisir à lire des histoires effrayantes, à travers lesquelles les valeurs affectives qu'elles projettent vont se déplacer du champ du familier au domaine de l'inquiétant. Vous avez par exemple la peur de la sorcière, que la lectrice va identifier tout naturellement à sa mère, à une femme de la famille, à une tante, etc. Si bien que sans ce genre de projection affective, ces histoires ne procureraient aucun effroi intime, donc aucun plaisir, donc elles n'auraient aucun intérêt pour la psyché humaine. Personne n'aimerait ça. Aujourd'hui, vous avez ces films très appréciés, notamment du public féminin, où le prince charmant va s'avérer être un pervers narcissique, un bourreau dominateur de type barbe bleue, etc. Vous avez ça de manière très 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 explicite, très appuyée, très lourde dans la dernière version de L'Homme Invisible sur Netflix, vous verrez. Et c'est sur cette figure masculine un peu diabolique que va reposer la charge affective du père, qui va être associée à l'idée de toute puissance, donc de domination, etc. D'où ces espèces de délires féministes actuels que l'on entend souvent chez les jeunes femmes issues d'une certaine catégorie sociale qui dénoncent le patriarcat et qui passent beaucoup de temps à regarder ce genre de production. Des jeunes femmes qui ont perdu un peu de distance, qui ont l'impression de vivre avec le patriarcat dans une sorte de film d'horreur de Netflix à ciel ouvert. Enfin, on peut voir qu'elles ont complètement perdu la fonction symbolique qui fait la jonction entre le réel et l'imaginaire, ce qui est l'un des problèmes de l'époque. C'est d'ailleurs pourquoi on vit aujourd'hui dans une sorte de psychose collective, parce que on est totalement collé au présent, on adhère intégralement
au réel, on ne le déborde jamais, ce qui est assez malsain en réalité. Et justement, Sabina Spielrein rappelle que cette connaissance fondamentale qui est que nous ne vivons jamais complètement dans le présent, car tout est périssable. Comme le dit Goethe, tout ce qui est périssable est une image, ou encore tout ce qui passe n'est que symbole. Vous ne vivez jamais dans un pur présent perpétuel. Voilà. Dans le langage de l'inconscient, vous avez toujours un élément du passé qui se superpose à un moment du présent. Et c'est à travers cet entrelacement que la vie psychique trouve son équilibre. Si vous vivez complètement dans le présent ou complètement dans le passé, vous êtes soit nostalgique, soit timbré. Enfin, dans les deux cas, ça va pas. Il y a forcément un entrelacement entre les deux qui constitue l'hygiène de votre vie psychique. Voilà, c'est l'équilibre en fait que vous trouvez. Et c'est justement lorsqu'il y a rupture en fait de cet équilibre que l'un prend le pas sur l'autre et que vous voyez apparaître toutes sortes de pathologies comme celle que Sabina Spielrein, dans le contexte psychiatrique de l'époque, va observer chez ces jeunes patientes. Donc, parmi ces patientes, vous en avez une assez troublante, une sorte de Greta Thunberg, enceinte, qui pense souffrir du fait que la Terre a été transpercée, et qui va s'identifier à la nature dans une sorte de délire écologiste presque, au lieu d'admettre simplement que c'est elle qui a été fécondée et qu'elle est très troublée par ça, ce qui est absolument normal d'ailleurs. De même, par une espèce de jeu de langage que Freud, je crois, a appelé le Witz, vous aurez l'identification de la mère Mare Nostrum à la mère, la génitrice maternelle, celle d'où l'on vient, et dans laquelle chaque parcelle de notre être, au fond, aspire à se dissoudre. Ce désir primitif et inconscient du retour à la mer, Spielrein fait le pari que ce n'est pas une loi régressive. C'est tout à fait normal. C'est un retour aux origines qui précède la naissance d'un nouveau devenir. Lorsque l'on accomplit un acte qui est censé nous procurer du plaisir, on recherche toujours quelque part, en plus de la nouveauté, à revivre des sensations passées qui s'enracinent parfois, tout comme nos traumatismes, dans notre enfance. C'est là qu'il y a toujours une forme d'autoconservation dans le plaisir. Et c'est pourquoi, lorsque vous êtes uniquement agi par la satisfaction de votre principe de plaisir, vous n'avancez pas parce que vous êtes complètement dans la répétition, dans la recherche du plaisir, le domaine du connu, et dans l'évitement du déplaisir, qui est situé dans le domaine de l'inconnu, en fait, parce que tout ce que votre inconscient associé au déplaisir, c'est le domaine de l'inconnu. Voilà. Dans la recherche permanente et exclusive de plaisir avec la nourriture, par exemple, mais aussi sur le plan sexuel, cette recherche de plaisir va être extrêmement présente en fait chez des individus affaiblis. Vous voyez donc l'hédonisme libéral contemporain, le consumérisme, c'est pas vraiment un signe de bonne santé, au contraire c'est le signe dans la civilisation de la présence massive, surnuméraire d'individus extrêmement fatigués et affaiblis. Vous ne pouvez jamais être intégralement requis par le plaisir, par la douleur ou autre, de façon unidimensionnelle et univoque, pas plus que vous pouvez être complètement dans le présent ou complètement dans le passé. Ça aussi, c'est impossible. Vous ne vivez jamais dans une seule dimension. Vous n'êtes pas des êtres unidimensionnels.
tous les processus de survie psychique vont justement se jouer dans ce que Sabina Spielrein appelle un décollement du moi. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à quelque chose de grave, un malheur, une souffrance physique ou psychologique, vous aurez tendance, par mécanisme de défense, à objectiver votre situation, à la ramener à un fait général. Vous direz que ça arrive à d'autres qu'à vous, etc. Vous éliminez le caractère strictement personnel de ce qui vous affecte. Sabina Spielrein observe le phénomène chez différents patients. Un individu qui subit une trépanation, ça se faisait beaucoup à l'époque, sous anesthésie, perd la conscience du moi et continue de percevoir des impressions du monde extérieur. Que lorsque le chirurgien, scène assez hallucinante d'ailleurs, approche son instrument pour transpercer sa boîte crânienne, il va se mettre à crier « Entrez !» comme si son crâne était perçu comme un objet séparé de lui-même. Une autre patiente subissant une opération, toujours sous anesthésie bien sûr, va se représenter à la place de son propre corps des soldats blessés dans une scène de guerre pour lesquels elle va se mettre à éprouver de la compassion. Même mécanisme dans le rêve, où le rêveur nocturne va remplacer sa propre personne par une autre pour peu que celle-ci soit accessible à sa psyché. Excusez-moi. Cela vous est probablement déjà arrivé, d'ailleurs, de rêver d'une personne de votre entourage sous les traits d'une autre, ou d'une personne que vous avez croisée dans la rue la veille, etc. Vous pouvez aussi rêver de vous-même sous les traits d'une personne différente. Lorsque vous interprétez vos rêves, vous reconnaîtrez parfois sous les traits d'une personne dont vous pensiez qu'il s'agissait d'un de vos amis. En réalité, vous allez vous rendre compte que c'était de vous-même que vous rêviez, etc., mais sous un visage différent. C'est très fréquent, en fait, dans la logique des rêves. Les individus dans cette configuration nocturne, donc, vous voyez, ne sont pas nettement différenciés comme ils le sont dans la vraie vie. Le moi se dissout, comme le dit Spielrein, dans le continuum du rêve. Pour Sabina Spielrein, le caractère principal de l'individu réside précisément dans le fait qu'il est un dividum, c'est-à-dire qu'il est divisé. Ça remet en cause beaucoup de certitudes quant à la solidité, l'unicité du moi. Elle dit justement que l'hystérie, qui je crois est la pathologie dominante de l'époque présente, est une hypertrophie du moi, qui va s'accompagner d'une hypersensibilité correspondante. Vous voyez bien tous ces gens qui sont persuadés d'avoir une identité très solide, qui vous disent « moi je suis la personne qui réagit comme ça, qui s'énerve facilement », enfin ils ont une perception extrêmement rigide de leur identité et souvent très superficielle. Donc ces mêmes gens vont surréagir en fait au moindre truc, ils se sentent personnellement atteints par la moindre impulsion contradictoire ou par la moindre opinion contraire à leur certitude, etc. Donc ce symptôme s'appelle tout simplement l'hystérie, il n'y a pas à chercher. À l'inverse, vous aurez dans les démences précoces, autrement dit chez les schizos ou dans les dépressions, une dissolution du moi. C'est le contraire de l'hystérie qui est une hypertrophie du moi. Donc là, vous avez une dissolution du moi qui tend, donc le moi tend à se confondre dans l'impersonnel. Donc ça va s'accompagner d'un effondrement de la libido, un effondrement du désir, etc. Et lorsque le moi va résister à cette perte de singularité, cette confrontation intérieure entre deux courants psychiques antagonistes
va provoquer un phénomène bien connu qui s'appelle l'angoisse. Enfin, si jamais la maladie mentale parvient à s'imposer, le malade ne va plus rien percevoir de manière personnelle et individuelle. C'est pourquoi d'ailleurs il va tout accepter de sa propre situation comme des traitements qu'on va lui infliger ou lui administrer. C'est là que vous retrouvez un concept qui se trouve être très bien développé par Lou Andreas Salomé dans un texte qui s'appelle L'humanité de la femme, également publié par les éditions de la Reine Rouge il y a quelque temps. Il s'agit du conflit entre le moi et l'espèce qui structure la vie psychique des individus. Le conflit entre le moi et l'espèce. D'un côté, donc, vous avez l'espèce qui tend à absorber la psyché individuelle, tandis que le moi tend à le conserver sous sa forme présente. Mais en fait, il le fait en ressurgissant sans cesse et en se revêtant à chaque fois de nouvelles représentations, de nouvelles déclinaisons. C'est comme ça que la personnalité évolue. Je m'en réfère à la phrase de Goethe qui est d'une valeur proverbiale. Meurt et devient. Je crois que c'est Marcel Proust qui disait que la vie était une succession de moi qui meurent, en réalité. Donc, d'un côté, nous avons dans le moi un désir de permanence, qui est la joie de reconnaître le familier. De l'autre, un désir de transformation. C'est aussi pour cela que nous avons besoin de l'art, de l'expression artistique, dans laquelle cet entrelacement se joue de manière absolument éclatante. L'art va vous faire revivre à travers certains archétypes, des expériences que vous avez vécues, tout en les chargeant de représentations inédites qui sont une part d'imaginaire. C'est la même chose dans la vie affective. Vous aimez vos parents qui vous ressemblent, enfin théoriquement, en cherchant à vous différencier d'eux, en vous accomplissant. Idem dans l'amour, que vous ne réaliserez quand vous voudrez donner entièrement votre moi à une personne de sexe différent. Dans l'expérience sexuelle aussi, vous avez l'étape où le désir est satisfait, mais il persiste pourtant comme élément générateur de tension en tant que possibilité d'expérience, mais il va entraîner en se recréant de nouvelles représentations, de nouveaux fantasmes, qui viennent compléter celles qui se sont en quelque sorte écoulées pendant l'acte. C'est comme ça que se joue l'entrelacement décrit par Schopenhauer entre désir et souffrance. Assouvissement du désir qui est de la souffrance, disparition du désir, puis avec le retour du désir, retour de la souffrance, souffrance que vous apaisez en assouvissant le désir qui revient et engendre de nouveau de la souffrance, et ainsi de suite. Il en va ainsi, à la nuance près, que selon Sabina Spielrein, le désir fait retour sous une forme renouvelée. Ce n'est pas l'éternel retour du même, mais la réactualisation d'une potentialité inédite. C'est pour ça, comme l'a noté Alfred Jarry dans le Surmal, l'amour est quelque chose que l'on peut faire indéfiniment et que, chose au fond assez stupéfiante, vous ne vous en lassez jamais. Ce lien de dépendance entre création et destruction, anéantissement du moi et affirmation du moi, est également la cause du caractère inséparable de la symbolique de la mort qui recouvre le domaine de la sexualité.
comme l'a noté Freud à la suite de Spielrein, dans Par-delà le principe du plaisir, un texte très célèbre qui emprunte énormément à la pensée de Sabina Spielrein. La sexualité est à la fois un champ de bataille entre une pulsion de régression, que Freud appelle l'instinct de mort, et une pulsion de création, une sorte d'élan vital. La vie psychique est un champ de bataille entre ces deux motions entrelacées et contradictoires, dont l'équilibre des forces sous-tend la dynamique du vivant. Freud, comme Sabina Spielrein, mais aussi comme Marx et Darwin, est avant tout un vitaliste. Selon Sabina Spielrein, les patientes chez lesquelles ce sentiment morbide prend totalement le pas sur les pulsions créatrices sont justement celles chez qui le dégoût pour le coït et pour la chair va se manifester le plus violemment. Cet enchaînement dialectique s'exprime en puissance dans la religion chrétienne, où la mort est pensée comme une union charnelle. Le croyant accède à une nouvelle vie en mourant dans le Christ, en s'identifiant au Christ, en devenant le Christ. Dieu fait homme, le Christ est Dieu fait homme, et par conséquent, l'homme devenant Dieu sur la promesse de la résurrection de tous les corps, la promesse du christianisme. Vous retrouvez cet enchevêtrement de la renaissance et de la destruction dans la pensée de l'éternel retour de Nietzsche, Nietzsche étant certainement l'un des plus grands inspirateurs de la psychanalyse. Ça se sait peu, mais c'est pourtant le cas. Sabina Spielrein cite un poème de Zarathustra qui chante l'avènement de la dernière profondeur de l'être, qui fait son retour vers la lumière. Ce poème, qui irrigue toute la dernière partie du texte, est comparé par Sabina Spielrein au mythe de la fontaine de Jouvence, qui avait le pouvoir, dans la mythologie, de changer les morts en petits-enfants pour les faire renaître. Je rappellerai justement que chez Nietzsche, la métamorphose finale de l'être et la dernière incarnation, l'ultime incarnation du surhomme est censée être l'enfant, qui porte en lui la vitalité, la vertu fondamentale de l'oubli et la force du devenir, ces trois choses à la fois. Spielrein remarque que cette symbolique de la création par la destruction et par le retour à l'origine, omniprésente dans les récits des rêves et les fantasmes de ses patients, se trouve aussi dans de nombreux récits mythologiques ou sacrés, bien sûr dans Zarathustra, mais aussi dans la Genèse, dans la légende russe du prince Oleg, et même dans la littérature classique, avec Roméo et Juliette par exemple, où l'éternité de l'amour va s'accomplir dans l'anéantissement total, c'est-à-dire dans la mort de Roméo et Juliette. Celui qui avance Sabina Spielrein énonce le plus clairement ce principe est encore une fois sans doute Nietzsche, qui, je précise, est le père d'une notion à laquelle Sabina Spielrein revient sans arrêt. Cette notion, c'est l'instinct de conservation, qui est, tel qu'il l'écrit dans Humain, trop humain, la source de toutes les mauvaises actions. Pardon. Nietzsche décrit très exactement dans Humain trop humain la pulsion de conservation comme le fait pour l'individu de viser le plaisir et d'éviter le déplaisir. Ça nous rappelle quand même ce qu'on a dit précédemment par rapport à la logique de l'inconscient décrite par la psychanalyse. Pour Nietzsche, qui est tout sauf un penseur de la conservation, c'est tout sauf un conservateur, Nietzsche. La figure tragiquement provisoire de l'homme doit être justement le pont vers le surhomme. L'homme est une figure transitoire vers le surhomme. C'est pourquoi il dit sans retour que l'homme, pour advenir pleinement à lui-même, doit être dépassé. La dynamique du retour à l'origine s'accompagne donc toujours d'une nouvelle naissance. Vous avez aussi, dans un certain folklore germanique, la chanson des Nibelungen, où Brunhilde crie sa passion en se consumant dans les flammes.
lorsqu'elle se dissout littéralement en Siegfried se jette dans le bûcher avec lui. Ici, comme le note Sabina Spielrein, la mort devient un hymne à l'amour absolu. Non seulement le mythe de l'anneau, mais en fait toute la métaphysique européenne en réalité, est chargée de cette symbolique de la régénération, de la récréation, de la nouveauté, de l'énergie vitale, et qui adviennent par le truchement d'une force qui a pourtant apporté la destruction et la ruine. D'où la nécessité du retour à l'origine, qui est symbolisée par l'idée de remettre l'anneau à sa place, mais non pas pour opérer un retour à la normale, mais afin de permettre au cycle de la vie de reprendre son élan avec tout le caractère imprévisible et chaotique que cela peut comporter. C'est le sens, je crois, qu'a voulu se donner la révolution conservatrice allemande, telle que l'a nommé le poète Hofmannsthal pendant la République de Weimar, ou de cette idée très heideggerienne de conservation-dépassement qui retrouve un certain essor d'ailleurs dans le monde politique depuis une période récente, avec un nouveau prométhéisme porté par la révolution technologique que nous sommes en train de vivre. C'est aussi le sens de cette publication, dans le contexte de cette actualité européenne quelque peu morbide, il faut dire, où nos forces semblent intégralement requises par la conservation de l'existant, où notre classe politique tente par tous les moyens de maintenir en l'état un ordre international qui est en train de disparaître, et de repousser l'inéluctable restructuration du monde qui est en train, bien malgré nous, de s'accomplir. L'enjeu de ce petit livre est donc bien de vous réconcilier avec la part de sacrifice, de consommation, de dépassement et surtout de risque qui est intrinsèquement lié, ne l'oubliez jamais, avec la dynamique du vivant. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vous redonne les coordonnées complètes de l'ouvrage. Donc c'est La destruction comme cause du devenir de Sabina Spielrein qui vient de paraître aux éditions de la Reine Rouge avec une traduction inédite et une préface remarquable de Frédérica Abat qui dirige d'ailleurs les éditions de la Reine Rouge avec moi. Je vous invite bien entendu à visiter le site internet de la maison d'édition à l'adresse suivante, éditiondelarainerouge.bigcartel.com pour consulter notre catalogue qui commence à s'étoffer. Nous avons récemment sorti entre autres un roman, La vie primordiale, et un essai-fiction de Frédérica Abat sur la révolution de l'IA. Nous avons sorti également un chef-d'œuvre incontournable de la littérature américaine qui s'appelle Les guerres que j'ai vues de Gertrude Stein et un essai explosif de Lou Andrea Salomé sur la condition féminine dont j'essaierai de vous parler plus en détail dans une prochaine vidéo. J'en profite pour vous dire que tous ces ouvrages sont également disponibles à la commande sur Amazon. Donc n'hésitez pas à passer directement, surtout par la plateforme, les livraisons sont encore plus rapides et moi ça m'évite de faire des paquets et d'aller à la poste, ce qui est bien commode. Je préfère vraiment consacrer du temps à mes publications plutôt qu'à m'emmerder à faire des paquets. Donc si vous voyez pas d'inconvénient, foncez sur Amazon et surtout passez par Amazon, moi ça m'arrange. Voilà. Je vous rappelle que mon essai sur le transhumanisme et mon roman Une jeunesse d'Europe sont également disponibles aux éditions de la Reine Rouge. Tous les liens seront en description de toute façon. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne, ça contribue au référencement. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.